Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale togolaise s'informe sur le cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace UEMOA. Nos élus se sont réunis ce lundi pour s'instruire sur les directives de l'organisation sous-régionale qui recommande aux États membres de prendre un certain nombre de mesures destinées à garantir la transparence dans l'exécution des lois de finances, leur harmonisation et surtout l'intégration des dites directives dans les législations nationales. Compte rendu Helmut Pinto, Ramdan Bassina. Le Togo, à l'instar d'autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, s'est engagé dans l'internalisation des directives de cette institution. L'objectif est d'intégrer ces directives dans la législation nationale. En ouvrant ses assises de Lomé sur le cadre harmonisé des finances publiques, la troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Patricia Dagban-Zonvide, s'est réjouie de la tenue de ces journées d'information qui vont permettre aux parlementaires de s'enquérir du contenu adopté lors du Conseil des ministres de l'UEMOA en 2009. Pour cela, 2 présentations sont prévues pour ces assises de Lomé. La première présentation donnera le cadre harmonisé des finances publiques, les généralités, et présenter les différents objectifs des 6 directives qui ont été adoptées en 2009. Ensuite, il sera présenté aux députés les innovations du cadre harmonisé des finances publiques selon les différentes phases d'exécution du budget. Quelles sont les principales innovations au niveau de la préparation budgétaire? Quelles sont les innovations au niveau du contrôle budgétaire? La deuxième présentation portera principalement sur le code de transparence. Déjà, 2 projets de loi sont adoptés par le gouvernement et transmis à l'Assemblée nationale. Cette rencontre permettra sans nul doute l'examen de ces 2 projets de loi en commission. Nous pensons que ces journées d'information sont d'une très grande utilité parce que non seulement elles vont nous permettre d'examiner en toute sérénité et en toute connaissance de cause les projets de texte qui nous ont été affectés, c'est-à-dire qui ont été affectés à aux commissions permanentes pour études au fond. Elles vont aussi nous permettre d'appréhender le processus de gestion des finances publiques. L'Union européenne, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et d'autres partenaires techniques et financiers accompagnent l'Assemblée nationale togolaise dans cette dynamique pour plus d'efficacité sur l'étude des projets de loi dont elle est saisie. Les pays membres de l'UEMOA qui envisagent également d'harmoniser leurs systèmes électoraux. Le sujet figure en toile de fond des travaux de la 16e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'Union qui se tient depuis hier dans notre capitale, qui pour l'heure est consacrée à l'évaluation du système électoral de chacun des États. Reportage Mathias Touglo, Carmen Madje Akapo. Évaluation des systèmes électoraux des États membres de l'UEMOA. C'est la principale préoccupation à cette 16e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. L'objectif est de parvenir dans les 8 pays membres à une harmonisation des systèmes électoraux en vue de rationaliser la gouvernance électorale, souvent source de conflits. Une semaine donc pour examiner, exemple à l'appui, les différents facteurs qui peuvent être source de discorde en vue d'apporter une contribution parlementaire pour relever le défi de la démocratie dans l'espace communautaire. Dans la sous-région, vous constatez que c'est sur la base des chamailles électorales que ressurgissent tout ce que nous savons comme instabilité politique et tout ce qui reste. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème d'une part. D'autre part, le traité portant création du Parlement de l'Union vient d'entrer en vigueur, ce qui suppose à l'avenir le changement de statut du CIP qui connaîtra une certaine mutation et deviendra Parlement de l'Union. Ce qui suppose que les textes seront revus, adaptés à la nouvelle donne, dont alors la désignation désormais des parlementaires au sein de l'Union.
Fin connaisseur de ces dossiers, le président de l'Assemblée nationale togolaise, ex-président du comité interparlementaire de l'UEMOA, a passé en revue toutes les entraves relatives aux conflits post-électoraux et a souhaité que cette 16e session extraordinaire soit une étape essentielle pour l'entrée en vigueur des tests pouvant rationaliser la gouvernance électorale. Chers collègues parlementaires, votre présence à Lomé est une illustration de notre volonté commune de travailler en synergie afin d'apporter notre appui parlementaire à l'édification d'un espace communautaire qui réponde aux défis de la démocratie, de la modernité et du développement socio-économique de nos États respectifs, dont l'intégration est un impératif. Et c'est au nom de cette intégration qu'ensemble nous devons nous engager dans la recherche de solutions communes à l'une des questions les plus épineuses auxquelles nos pays sont confrontés, à savoir quelle amélioration faut-il apporter au système électoral en vigueur dans nos pays afin de garantir davantage la transparence des consultations électorales et référendaires. L'Afrique en général, notre sous-région en particulier, est toujours le théâtre de contestations justifiées ou non des résultats des élections. Ces contestations, parfois, sinon souvent violentes, sont les causes de l'instabilité politique chronique dans la plupart de nos pays. D'où les questions légitimes suivantes que se posent les citoyens de la communauté. Quel bilan des processus électoraux peut-on aujourd'hui dresser dans l'espace politique de l'UEMOA? Quelles solutions faut-il trouver afin que les processus électoraux contribuent au renforcement de la démocratie et de la paix et partant de la stabilité et au développement de nos pays? Cette 16e session sera également l'occasion de mettre en application les tests relatifs au Parlement de l'Union qui ouvrent des perspectives nouvelles au renforcement du volet parlementaire du processus d'intégration sous-régionale. Une rencontre sous-régionale de synthèse des missions d'appui à la mise en œuvre des projets du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, se tient depuis ce matin dans notre capitale. Lancé depuis 2008, le PPAO est exécuté dans 13 pays, dont le Togo. Cette réunion bilan qui a lieu tous les 6 mois est donc l'occasion pour les équipes de pilotage du programme d'évaluer les avancées en termes de productivité et d'envisager des solutions pour les difficultés rencontrées. Précision et Soham Théotéo. L'amélioration des performances des 13 pays de l'Afrique de l'Ouest en matière de productivité agricole est l'un des objectifs qui sous-tend cette rencontre du PPAO. Rencontre qui permettra de faire le bilan des 6 derniers mois, d'échanger sur les résultats obtenus et les contraintes à lever. Nous nous retrouvons ici à Lomé pour partager les résultats des missions de terrain, essayer de voir où est-ce qu'il y a des gaps et où est-ce qu'on peut agir pour améliorer la mise en œuvre du programme au niveau des différents pays. Donc pendant 2 jours, nous allons donc faire ces revues et sortir avec une liste de recommandations qui nous permettront d'aller de l'avant. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, est mis en œuvre depuis 2008. Le Togo y a adhéré il y a plus de 2 ans et a enregistré des résultats qui feront l'objet d'exposés à cet atelier. Nous devions d'abord de renforcer les capacités de la recherche pour permettre de générer des technologies, de mettre à disposition des technologies. C'est ce que nous avions fait durant cette première phase d'exécution. Sur l'aspect diffusion de technologie aussi, le PPAO a permis de d'abord faciliter l'accès aux semences aux producteurs, de même que de mettre à leur disposition un certain nombre de variétés performantes qui permettent d'améliorer le rendement actuel au niveau de la production agricole. Il travaille aussi sur l'itinéraire de l'élevage des pintades. Comme vous le savez, les pentados, à leur jeune âge, on observe une très grande mortalité. Donc pour cela, ils sont en train de développer une technique qui permettra vraiment de mieux maîtriser l'élevage des pentados au niveau national. Il reste néanmoins beaucoup à faire selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour rendre l'agriculture attractive vis-à-vis des jeunes.
Le colonel Urukura Agadazi a relevé l'importance de cette rencontre et suggéré des pistes de réflexion dans l'atteinte des objectifs du PPAO. À l'étape actuelle, il me paraît primordial de renforcer les atouts de partenariat qu'offre cet ambitieux programme. L'impérative diversification de nos techniques de production nous permettra de créer un environnement propice et compétitif grâce à l'innovation technologique. Au-delà de cette alternative, la question qui s'oppose est de savoir comment passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de type entrepreneurial et commercial. Pour ce faire, il nous faut créer une symbiose entre les politiques publiques et les actions privées. La Banque mondiale, partenaire financier, se réjouit d'ores et déjà des résultats obtenus dans l'exécution de ce programme. Son représentant au Togo, Hervé Assa, a abondé dans le même sens que les précédents intervenants. Il encourage l'utilisation des techniques modernes, le renforcement du partenariat et... Des représentants des industries extractives et des régies financières du Togo se forment à la rédaction des rapports ITIE. À l'initiative du gouvernement togolais de la Banque mondiale, ils se sont retrouvés à Thiévié pour 4 jours de travaux en vue de se former et s'informer sur les normes ITIE. La session se déroule d'ailleurs sous la supervision du groupe tripartite ITIE Togo. Compte rendu Prudence Zinso. Après son admission comme pays conforme à la norme ITIE en mai 2013, le Togo veut garder la tête haute parmi la quarantaine de pays membres de ce processus. Il se lance donc un nouveau défi, celui de répondre aux exigences de l'ITIE à travers une meilleure gouvernance dans le secteur extractif. Cet engagement innovant amène aujourd'hui le Togo à faire connaître davantage aux industries extractives et aux régies financières de l'État des informations nécessaires pour une parfaite maîtrise de la norme ITIE, une initiative pour mettre en relief la transparence dans les industries extractives. À la fin, les participants soient en mesure de comprendre tous les contours des exigences de l'ITIE, de comprendre les principes de l'ITIE et de savoir comment collaborer ou bien participer aux côtés de l'État, aux côtés du gouvernement pour que la gouvernance soit améliorée dans le secteur. En mars 2012, l'ITIE a publié un premier rapport de collecte qui prend en compte les paiements et recettes pour l'année 2010. Le rapport a intégré des devises déclarées versées par les industries extractives et celles déclarées perçues par les régies financières de l'État. Cette volonté de transparence impacte positivement la vie des populations des zones extractives. Cet engagement a fait son chemin et a d'ailleurs permis qu'à la face du monde entier, on puisse jeter des fleurs au Togo pour le traiter d'élève discipliné et fidèle dans l'action de son option qui voudrait que les extractions puissent bénéficier aux populations du pays. Les exigences de transparence permettront désormais aux populations de disposer des rapports ITIE fiables et crédibles. Une nouvelle opportunité s'ouvre donc à cette dernière. Elles pourront, elles aussi, attirer l'attention du gouvernement sur les mauvaises pratiques constatées dans la gestion des industries extractives. Deux organisations de conducteurs du Togo ont elles aussi pris leur quartier ce lundi à Thiévié pour une séance de sensibilisation sur la sécurité routière. Il s'agit de l'Union nationale des transporteurs routiers du Togo, UNATROT, et l'Union syndicale des conducteurs routiers du Togo, UCICORT, en tournée d'informations sur les dernières mesures prises par le gouvernement pour endiguer l'insécurité sur nos routes. Pour mieux expliquer le bien fondé de ces décisions à leurs membres, les deux organisations syndicales ont donc décidé d'aller à leur rencontre dans leurs milieux respectifs. Thiévié, chef-lieu de la région maritime, est la première étape de cette tournée. Comment procéder? La levée des barrières sur les axes routiers depuis juillet 2011 au Togo, au lieu de constituer un atout favorable pour les conducteurs routiers comme il l'avait souhaité, a été plutôt une source d'accroissement des accidents de la circulation du fait des mauvais comportements des uns et des autres et surtout
du non-respect du code de la route. C'est ce qu'ont déclaré les responsables des transporteurs et conducteurs routiers du Togo. Pour le seul premier trimestre de l'année 2020, plus de 200 cas de décès liés aux accidents de la circulation ont été enregistrés, ont-ils ajouté. Face à cette situation, des mesures de sécurité sur les routes sont prises par les autorités togolaises. Parmi elles, le rétablissement du contrôle routier. J'ai vu que ce que les États pris là, c'est bon. C'est bon. Ce que l'État nous a dit, c'est bon. Pour ce ceinture de sécurité là, c'est bon. Ça nous sauve notre vie aussi, avec le carnet de conduite ou bien avec les passagers que nous avons pris. Ouais. Donc je suis d'accord de ce que l'État a dit. Ces mesures doivent être connues de tous, d'où cette rencontre d'échange ce matin avec les conducteurs de la région maritime. Donc, responsables que nous sommes, il est de notre devoir d'aller vers nos militants à la base et de leur expliquer le bien fondé de la décision du gouvernement et leur dire comment désormais nous devons nous comporter. La disposition, c'est de porte de ceinture, n'est pas téléphoner sur le volant, port de casque. Il y a plusieurs dispositions, surtout que maintenant les interdictions de nuit aussi, il faudrait qu'on les explique que maintenant avec les cars et les gros porteurs, on ne doit plus rouler la nuit. Donc nous devons relayer ça à nos bases. L'initiative des responsables de l'USICORT et de l'UNATROT s'inscrit dans la dynamique d'une tournée de sensibilisation et d'information sur la sécurité routière. Une tournée qui prend en compte toutes les régions du Togo. Actualité à l'étranger avec la campagne électorale qui bat son plein en Afrique du Sud. Pour l'ANC, parti majoritaire au pouvoir, la victoire est assurée, même si cette formation politique ne fait plus l'unanimité dans le pays. Le parti de Nelson Mandela est en effet miné par une crise caractérisée par des rivalités internes, des exclusions et des défections, le tout sur fond de scandales financiers. Le président sortant, Jacob Zuma, est notamment accusé d'avoir dépensé plusieurs milliards de aménager sa maison. Mais malgré ces difficultés, l'ANC est quand même crédité de 60% d'opinion favorable. Le Nigeria, confronté depuis plusieurs années aux attaques meurtrières et de plus en plus fréquentes du groupe islamiste Boko Haram, appelle à l'aide internationale. Le président Goodluck Jonathan en personne vient de lancer un SOS en direction des États-Unis afin que ceux-ci l'aident à éradiquer le groupe extrémiste. Violence islamiste également au Kenya. Des attentats à la bombe ont fait 2 morts et plusieurs blessés hier dans la ville portuaire de Mombasa. Voilà les 2 premières informations de la série de brèves que je vous invite à présent à suivre. Le Nigeria demande l'aide des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de ses voisins africains pour lutter contre la secte Boko Haram. Le président nigérian, Goodluck Jonathan, lance un appel à Barack Obama pour aider le Nigeria à enrayer la vague d'attentats et d'enlèvements qui secoue son pays. On est toujours sans nouvelles des 223 lycéennes enlevées le 15 avril dernier par la secte islamiste. Le chef de Boko Haram affirme que les lycéennes enlevées seront vendues et mariées de force. 3 Néerlandais ont également été enlevés dans le sud du pays. Le Kenya, de nouveau frappé par une vague d'attentats. 2 personnes ont été tuées et 62 blessées dimanche dans des attaques contre 2 autobus dans une grande artère animée de la capitale, Nairobi. Des grenades auraient été lancées depuis le bord de la route. Cette attaque survient au lendemain d'un attentat contre un bus qui a fait 4 morts dans la ville portuaire de Mombasa. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais les autorités kenyanes ont lancé ces derniers jours une vaste opération contre des islamistes proches des Somaliens Shebab. Confusion en Libye où le Parlement a ratifié lundi la nomination d'Ahmed Mitig comme Premier ministre. Une élection immédiatement contestée par plusieurs députés et par le vice-président de l'Assemblée qui affirme que le quorum de 120 voix n'a pas été atteint. Ahmed Omar Mitig, un homme d'affaires originaire de Misrata, est chargé de former son gouvernement et de le présenter devant le Parlement pour obtenir sa confiance dans un délai de 15 jours. Une élection chaotique dans un pays toujours fragilisé par d'incessantes violences meurtrières, 3 ans après la chute de Muammar Kadhafi. Le Premier ministre chinois et son épouse chaleureusement accueillis dimanche en Éthiopie par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Addis Abeba, première étape d'une tournée qui doit mener Li Keqiang au Nigeria, en Angola et au Kenya. Monsieur Li, dont c'est la première visite en Afrique depuis sa prise de fonction, a prononcé un discours au siège de l'Union africaine où il a promis 12 milliards de crédits supplémentaires pour l'Afrique. Les 2 pays ont signé plusieurs accords de coopération économique et technique.
Au Togo, la localité d'Asséré, dans la préfecture de l'Abina, vient d'être dotée d'un centre de loisirs. Il a été officiellement remis à la population lors d'une cérémonie à laquelle plusieurs cadres de la région ont assisté. Reportage Nestor Mouzou. Construit sur 335 mètres carrés, ce bâtiment fait office de centre des loisirs du village d'Asséré, non loin de Pagouda, dans la préfecture de l'Abina. Il a été réalisé grâce au gouvernement togolais. Depuis un certain temps, le ministère des Sports et des Loisirs, tout comme les autres ministères, a entrepris des réformes. Et ces réformes sont contenues dans la politique nationale des loisirs, notamment dans le programme de renforcement et de modernisation des infrastructures de loisirs, dans les centres urbains et dans les collectivités locales. Ainsi, la construction de ce centre répond à la politique du ministère de réaliser les ouvrages de loisirs qui puissent permettre à la jeunesse de s'épanouir et donc de freiner un peu les zones rurales, de permettre à toute la population de se retrouver de temps en temps dans le centre pour discuter des problèmes de développement de leur milieu. La population d'Asséré accueille ce joyau qui a coûté 32 millions de francs CFA avec chant et danse. Les centres de plaisir, ce n'est plus dans les milieux urbains qu'on pourra les trouver. Aussi dans les milieux ruraux, on peut également les trouver. La population du village est entièrement satisfaite. Et elle dit merci au gouvernement, au chef de l'État, et promet d'en faire un bon usage pour que ce centre-là puisse apporter un plus dans la vie du village. La remise officielle du centre aux bénéficiaires a donné l'occasion à la ministre Angèle Amouzou-Diaké, en charge des loisirs, de relever que le projet est une... Voilà, quelques petits problèmes techniques avec ce reportage de Nestor Mouzou. Qu'à cela ne tienne, on poursuit ce journal. Le parti UNIR et sa politique sociale. Après les femmes et les jeunes nécessités, c'est sur les orphelins que le parti du président Fogna Singbe a jeté son dévolu. Depuis plusieurs semaines, des portants lots de vivres sont acheminés en direction des différents orphelinats du pays. À l'instar des autres centres de prise en charge de ces enfants déshérités, ceux de Sokodé et de Kanté viennent de réceptionner leurs dons. La marque Bodjona à Sokodé et Nestor Mouzou à Kanté. Ce geste de générosité du parti Union pour la République UNIR à Koulouaré et au CHR de Sokodé est composé de 44 sacs de riz destinés à 46 lépreux de Koulouaré et à 174 malades hospitalisés au centre hospitalier régional de Sokodé. Le gros lot du don est allé à l'orphelinat Solungoubou avec 40 sacs de riz, 10 cartons d'huile, 10 cartons de spaghettis et 10 cartons de sardines. Donc, comme juste après l'anniversaire, c'est la fête de Pâques qui s'est annoncée. C'est pourquoi à l'occasion de la fête, nous avons voulu être très proches de ces personnes-là. Mais vous savez que le parti uni, c'est le parti le plus implanté dans le pays et c'est le parti qui est plus proche de la population. C'est dans ce souci de donner un peu plus de joie à ces personnes qui sont en situation plus ou moins difficile que nous avons organisé ce don. Par cette action qui entre dans le cadre des festivités marquant le 2e anniversaire du parti, les premiers responsables du parti Union pour la République veulent être plus proches des couches démunies, dont les malades et les orphelins. L'orphelinat Saint-Innocent de la pédiatrie du centre hospitalier préfectoral de Kanté a reçu la visite d'une délégation de l'Union pour la République, section Kéran. Cette délégation a été chargée d'une mission, celle d'apporter un don de vivres aux enfants récupérés par cette structure d'accueil. L'orphelinat Saint-Innocent de Kanté accueille des petits, des nouveaux-nés, soit abandonnés, soit laissés par décès de leurs parents. Et c'est un appui. Le chef de l'État est engagé à jamais à accompagner et faire en sorte que les couches vulnérables connaissent une vie normale comme les autres. C'est dans cet esprit que ce soutien du chef de l'État a été envoyé. Comme on peut l'imaginer, les responsables de l'orphelinat ont reçu le don avec un sentiment de joie car il vient les soulager. Ce geste nous va droit au cœur parce que nous savons ce que nous dépensons pour la nourriture pour les enfants. Ce geste qui est arrivé aujourd'hui va beaucoup nous soulager. Je voudrais dire ici
Au nom de ma provinciale et de toutes les sœurs qui travaillent avec moi dans cette institution, au nom du personnel qui encadre les enfants avec nous, au nom des enfants même, dire un cordial merci au président fondateur de UNIR. À ce jour, l'orphelinat Saint-Innocent de Cantet abrite 13 enfants. Bientôt, ces pensionnaires vont changer de cadre de vie. Un nouveau centre est en construction. Après la remise du don, la délégation du parti UNIR s'est rendue sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. À Lomé, la société Maes Togo est allée elle aussi de sa générosité. Celle-ci avait une toute autre cible. Les élèves du lycée 2 février à qui du matériel informatique vient d'être offert. Le matériel leur a été donc remis aujourd'hui. L'objectif de cette action est de promouvoir la culture de l'excellence chez les apprenants. Ce lot de matériel informatique est composé de 26 unités centrales, 6 écrans, 3 ordinateurs et autres accessoires. C'est un don de la société Maes Togo au profit du lycée de 2 février. Un geste qui vient à point nommé répondre aux besoins en outils informatiques du dit établissement. C'est un privilège pour nous. Il y a beaucoup d'établissements, mais si nous avons eu la chance d'avoir ce don-là ce matin, mais on ne peut qu'être content. Le monde évolue et il faut de nouvelles technologies. L'arrivée de ces ordinateurs permettra à nos élèves de pouvoir apprendre mieux, de savoir utiliser l'outil informatique. Nous remercions aussi la société qui est en train d'accompagner aussi le gouvernement dans un domaine donné, surtout de l'éducation. À travers ce don, la société Maes Togo veut promouvoir l'utilisation des technologies de l'information, de la communication dans l'enseignement. On ne peut pas valablement étudier sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui passent forcément par les ordinateurs. Donc c'est dans ce sens que nous sommes venus. Présente au Togo depuis 1986, cette société est active dans le secteur du transport en ligne de conteneurs par le biais de Maersk Line et Safmarine. C'est également un conglomérat mondial qui exerce ses activités dans l'industrie du pétrole, du gaz et le transport maritime. Nous l'avions annoncé en titre, le gouvernement et les centrales syndicales se sont retrouvés aujourd'hui comme convenu pour la poursuite de leurs discussions sur l'amélioration des conditions salariales des travailleurs. Les travaux auxquels la synergie des travailleurs du Togo s'est associée ont porté sur la grille salariale des agents de l'administration publique. Voyons ce qu'il en est ressorti dans ce reportage d'Adolphe Paca. Au centre des discussions entre centrales syndicales et gouvernement, l'adoption de la nouvelle grille salariale pour les fonctionnaires togolais. Le syndicaliste a soif d'avoir une grille rapidement. Donc le syndicaliste lui-même aussi est un fonctionnaire. Il a hâte d'avoir une grille. Les syndicalistes sont en train de se battre pour que la grille puisse apparaître le plus tôt que possible. Le gouvernement a promis d'entamer les négociations autour de ce point et c'est chose faite ce jour. Toutes les centrales syndicales y étaient, en plus des membres de la synergie des travailleurs du Togo. En face, 2 ministres, celui en charge du travail et son collègue de la fonction publique. Les centrales syndicales estiment que la proposition concrète que le gouvernement vient de faire doit faire l'objet d'une étude à leur niveau et que très prochainement, elles-mêmes, les centrales, vont nous faire signe, vont nous appeler pour qu'on puisse en discuter et éventuellement adopter la grille. En effet, les comités techniques ont travaillé et fait des propositions. Si la première proposition est jugée insuffisante par les centrales syndicales, la seconde, par contre, est trop élevée selon le gouvernement, eu égard à la capacité budgétaire de 2014. D'où la nécessité des négociations pour arriver à un consensus dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, la masse salariale est de 119 milliards 991 millions 473 952 francs. Et si
l'on considère la proposition B, on passe à 156 milliards 361 millions 548 826 francs. La proposition du gouvernement est aujourd'hui claire. On adopte la proposition B, mais comme on ne peut pas l'appliquer sur une année, on va réfléchir sur les conditions de son échelonnement. Le statut de la fonction publique, adopté depuis plus d'1 an, reste encore inappliqué, faute de la nouvelle grille salariale. C'est lorsqu'elle sera adoptée et annexée au statut qu'un décret d'application sera pris pour que les fonctionnaires togolais entrent dans leurs droits. Ce journal s'achève, mais la rédaction reste en votre compagnie par le biais de Joseph Amégan qui nous présentera dans quelques instants son magazine Revue des valeurs citoyennes. Le thème du jour, croire à la vision du Togo. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.